Bonjour à tous, nouvelle vidéo consacrée à un boîtier. Il a été annoncé au mois de novembre dernier, il se nomme le TUF Gaming GT 501 format moyen tour, ça s'oriente gaming. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon de ce boîtier. On regardera également ses performances en refroidissement et en silence en fin de présentation. Au niveau de la configuration, alors ce que j'ai fait, c'est comme il répond à la charte design TUF Gaming, donc avec ici une finition éclaboussure, on va regarder ça. J'ai incorporé donc une configuration du même constructeur avec la présence d'une carte mère, c'est une TUF Z390 Pro Gaming, processeur Intel, et en particulier ça vise le Core i9 9904, ça tombe bien, c'est le processeur que j'ai mis à l'intérieur. Et au niveau de la carte graphique, vous la connaissez si vous suivez la chaîne, donc c'est la GeForce RTX 2080, par contre là c'est pas du TUF Gaming, mais c'est du ROG Strix, ça vise aussi les joueurs. Donc au niveau de la configuration, on a quand même du très lourd. Allez, ce que je vous propose, petit tour d'horizon de ce boîtier très gaming. Donc cette finition dit éclaboussure repose sur une sorte de grille anthracite accompagnée de multiples petits points noirs un petit peu dans tous les coins et puis du logo TUF Gaming qui va trôner au milieu de cette façade avant très masculine, très anguleuse. Elle est en métal, elle s'accompagne d'ouïes d'ouverture mais également de multiples petits orifices pour le passage de l'air puisqu'on va retrouver en natif de base 3 ventilateurs de 120 mm, on les verra en fin de présentation. Ce boîtier est au format moyen tour, donc au niveau de ses dimensions on est sur du 251 par 545 et par 552 mm. Et au niveau du poids, c'est assez conséquent puisqu'on a quand même un châssis en acier. On retrouve également du verre trempé au niveau latéral pour pouvoir exposer sa configuration. Et au niveau poids, donc je disais, on dépasse un tout petit peu les 10 kg. La connectique est placée sur le haut, par contre sur un plan légèrement incliné. Donc ça facilite son usage si le boîtier est posé sur un bureau comme ceci, ou encore s'il est directement posé sur le sol. Là c'est classique, rien d'extraordinaire. On récupère donc deux classiques jack audio, c'est un micro casque, deux ports USB 3.1 et on retrouve également donc un bouton de mise sous tension. Sur le haut vous avez également deux poignées de transport. Ici, alors sur cette question, le constructeur annonce la prise en charge de plus de 30 kg. Donc là, on n'a absolument aucun souci à se faire sur la solidité de ces poignées. Elle facilite donc le transport, mais également les manipulations si vous devez de temps en temps faire le ménage dans votre bureau. Celle de la façade est donc amovible, elle permet de libérer l'accès aux 3 ventilateurs et en bundle, on a à installer un filtre magnétique, donc là c'est tout simple, hein, il y a des petites encoches de ce côté-là, et puis là on a un aimant, donc la mise en place est rapide. Donc là ça permet de protéger l'intérieur du boîtier, et on retrouve également un filtre à l'arrière au niveau du bloc d'alimentation, il est extractible directement par l'arrière, donc là ça réclame quand même une petite manipulation au niveau du boîtier. En latéral, on retrouve donc ce fameux panneau en verre trempé qui permet d'exposer sa configuration. Puis comme on a un rétroéclairage RGB, et ben du coup ça permet de la sublimer. Le résultat est plutôt pas mal. Donc ce panneau en verre trempé légèrement fumé, je vais vous montrer. Donc je vais juste l'enlever. Voilà. Donc là je l'enlève. Voyez, c'est vraiment, mais alors légèrement fumé. Puis ça apporte, ça renforce ce côté vraiment très gamer. Dernière petite remarque au niveau du panneau, finition en plastique sur le bas et sur le haut. Ça permet deux petites choses. La première, de dissimuler les points d'attache du châssis, et secondo, à mes yeux, ça permet également de mieux positionner le plateau, de mieux le plaquer contre le châssis, et donc du coup je trouve que ça améliore l'isolation phonique. Petite vis à main pour le démontage, et on retrouve le même système à l'arrière du plateau à carte mère. Et dernière remarque, ça concerne cette fois-ci sur le bas, on a un système qui évite que le panneau tombe une fois qu'il est démonté, donc comme c'est du verre trempé, bon point. Au niveau de l'architecture, classique et moderne, avec deux chambres séparées. Alors elles ne sont pas totalement séparées, elles communiquent. Ici on retrouve un carter en plastique qui est amovible, et il faut même le démonter pour pouvoir installer les disques durs ou le bloc d'alimentation. L'espace principal accueille la carte mère, la carte graphique ou encore le ventirad. Ici il y a beaucoup de possibilités et pas mal d'espace. Carte graphique, on peut installer une belle bête, jusqu'à du 420 mm au niveau de la hauteur du ventirad.
180 mm, et au niveau du bloc d'alimentation, donc là c'est sous ce petit carter, on a 240 mm de disponible. Ici sur le fond, plusieurs supports pour installer des SSD, vis à main, par contre tournevis obligatoire si on veut installer donc le SSD sur son support. Et on va retrouver deux paniers à disque dur dissimulés derrière ce petit cache en plastique. Au niveau du refroidissement, le boîtier est livré en standard avec 4 ventilateurs. On retrouve 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant, RGB, tout ceci pilotable directement au niveau de la carte mère grâce à une connexion via une antenne RGB, ce que j'ai fait, et on va retrouver à l'arrière un 140 mm. Donc la mission de l'avant c'est apporter de l'air frais, et la mission de l'unique ventilateur arrière est de propulser l'air chaud vers l'extérieur. Tout ceci est bien sûr améliorable puisqu'on peut installer la même quantité de ventilateur sur le haut ou passer sur du 2 x 140 mm. Et on peut aussi adapter donc le boîtier en water cooling puisqu'on a des espaces qui sont prévus pour accepter des radiateurs assez conséquents, puisqu'on peut monter jusqu'à du 360 mm aussi bien au niveau de l'avant qu'au niveau du haut du boîtier. Enfin, côté slot d'extension, donc là c'est pour installer les différentes cartes filles, on a 7 plus 2 slots, donc ici positionnés à la verticale. L'arrière du plateau à carte mère propose un câble management assez bien pensé. Alors personnellement, j'ai pas eu trop de difficultés pour organiser le tout. Par contre, ça réclame un peu de temps, puisque comme je le disais, l'accès au panier à disque dur va réclamer le démontage obligatoire donc du cache en plastique, et la même chose pour le bloc d'alimentation. Sinon, à l'arrière, on retrouve également deux autres emplacements pour du 2,5 pouces ou encore des disques durs. Donc là, c'est pareil, hein, tournevis obligatoire pour installer le disque sur ce support et petite vis à main. On a des attaches câbles bien à des endroits stratégiques, donc ça permet bien de plaquer les différents faisceaux sur le plateau à carte mère, et ici on retrouve donc des différents scratchs. C'est vraiment bien pensé, j'ai pas grand chose à redire, ça s'organise très très bien, et surtout qu'on a quand même pas mal d'espace entre le plateau à carte mère et la terminaison du châssis. Alors, sur la question des performances, au niveau refroidissement, les 4 ventilateurs agissent convenablement. Ils créent un flux d'air assez efficace qui agit sur les différents composants, alors qu'on parle de carte graphique, de processeur, de carte mère ou même du disque dur. Alors le fait de passer à du plus 5, plus 12 volts, donc une ventilation très réduite à une ventilation maximum, on a un impact avec une configuration en burn. Donc ici, on a un processeur qui arrive à perdre 7 degrés, une carte graphique 6 degrés, la carte mère 4, tout comme le disque dur, et la température interne du boîtier, elle, chute de 3,9 degrés. On n'a qu'une exception, c'est le SSD, mais c'est assez logique puisqu'il est placé à l'arrière du plateau à carte mère. Donc du coup, on se retrouve dans un environnement assez confiné où il y a peu de flux d'air généré par les 4 ventilateurs, d'où le fait que sa température a plutôt tendance, elle, à augmenter lorsqu'on sollicite fortement la configuration. On teste également donc la ventilation avec une carte graphique fanless, ça permet d'appréhender, d'avoir une petite idée du flux d'air généré par les 3 ventilateurs avant. Là c'est pareil, très bon résultat, 74 degrés au niveau du GPU, on fait même partie des meilleurs résultats des derniers tests boîtiers que j'ai fait. Donc là, bon point pour ce TUF Gaming GT 501. Enfin, côté nuisance sonore, donc là on a une ventilation qui est relativement discrète, en plus 5 et plus 7 volts, je vous laisse juste, vous voyez, on entend à peine. Il faut vraiment tirer l'oreille. Par contre, quand on va titiller avec des tensions un peu plus élevées, 9, 12 volts, et surtout en 12 volts, là on a une configuration qui tourne à plein régime. La même chose au niveau de notre configuration qui est en plein burn, et là nous on a quand même un sonomètre qui avoisine les 44,6 dBA. Au niveau de ce boîtier, le positionnement c'est du haut de gamme, 149 €, donc il a des arguments pour plaire aux joueurs, aussi bien avec cette robe un petit peu particulière, TUF Gaming, et puis son équipement et ses 4 ventilateurs, ce RGB, cette architecture compartimentée. Il lui manque peut-être au niveau équipement un petit plus, un Rhéobus qui aurait permis de faciliter la gestion de sa ventilation. Au niveau de la chaîne, moi je vous dis rendez-vous très prochainement. Si vous aimez cette petite vidéo, petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, partagez, et moi je vous dis à bientôt.